Merci pour tout. Et il va me manquer le binôme avec Clémence. On était devenus les vampes de l'autodépistage. La présentation que je vais faire, c'est du coup d'essayer de résumer les travaux de toutes les équipes de recherche en fait, qui étaient impliquées. Donc imaginez bien à quel point c'est dur pour eux que chacun de leurs articles ou de leurs présentations soit résumé en moins d'une slide. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est un travail vraiment collectif qui est présenté là. Et j'ai envie de leur dire à quel point publiquement j'ai été heureux et j'ai eu le plaisir de travailler avec eux tous. Et c'est une équipe vraiment formidable. Alors, on vous l'a dit déjà plusieurs fois, hein, le projet Atlas, il est implémenté en Afrique de l'Ouest. Et en Afrique de l'Ouest, les populations clés, travailleuses du sexe, hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, usagers de drogue et usagères de drogue, sont particulièrement exposés au VIH. Et on estime aujourd'hui, dans les toutes dernières données ONU-SIDA, qu'en 2020, 45% des nouvelles infections en Afrique de l'Ouest avaient lieu parmi les populations clés et 27% parmi les clients des travailleuses du sexe et parmi les partenaires sexuels des populations clés. Et donc, quand on pense population clé, il faut aussi penser à ces partenariats et ces populations que je qualifierais de périphériques, parce qu'elles contribuent aussi à la population générale, et qu'en Afrique de l'Ouest, c'est aussi des épidémies généralisées en population. On est à 1-2% de prévalence population générale, on n'est pas à moins de 0,2%, sauf peut-être le Sénégal. Et donc, du coup, on a un certain nombre de populations périphériques, alors que ce soit des travailleuses du sexe occasionnel, que ce soit des homosexuels masculins qui ne s'affichent pas, qui ne veulent pas montrer leurs pratiques. C'est souvent les partenaires âgés hein, des HSH, mais c'est aussi les clients, les partenaires sexuels de ces populations. Elles sont peu atteintes aujourd'hui par les programmes communautaires. Les activités en outreach communautaire ont permis d'augmenter considérablement l'accès au dépistage au cœur des populations clés, mais on a une partie de population qui reste difficile d'atteinte et qui, du coup, a un faible accès au dépistage et au traitement. Et donc, il faut qu'on puisse atteindre ces populations-là si on veut atteindre le fameux premier 90 pour 2030. Et donc, du coup, la stratégie Atlas qui vous est représentée ici, on est bien sur cette distribution primaire, hein, alors sur les lieux de socialisation, sur les lieux de prostitution, sur les lieux de consommation avec les stratégies communautaires, dans des cliniques communautaires, également un peu en centre de santé, mais on cherche à toucher les populations et par la distribution secondaire à aller bien plus loin, et ça il faut le garder en tête, les personnes que l'on atteint dans Atlas, ce ne sont pas que des populations clés, et pour le comprendre, voilà, on va aussi chercher à avoir ces partenaires masculins plus âgés des HSH, les partenaires femmes des HSH, les clients et autres. Alors tout d'abord, les travaux menés et qui avaient déjà été présentés en 2021 par Odette Kizerbo, c'est l'autodépistage est une offre qui est acceptable tant du côté des décideurs que des professionnels de santé, que des pères éducatrices et des pères éducateurs ou des bénéficiaires. Et la majorité, même s'il y a des craintes qui est exprimées en début de projet, et ça c'est normal, la majorité arrive à réaliser un autodépistage sans conséquences négatives ni difficultés majeures. Odette Kizerbo, que vous pourrez entendre cet après-midi à 16 h, a mené avec ses collaborateurs toute une enquête qualitative auprès des utilisateurs et des utilisatrices de l'autodépistage, et ça permet de documenter la distribution secondaire. Elle est faisable. Vous avez ici l'exemple d'un HSH au Mali qui nous raconte: j'ai tout le temps refusé de me faire piquer avec le dépistage classique, mais à cause de l'autotest, j'ai découvert que j'étais infecté, et ensuite j'ai fait le dépistage de ma fiancée avec, mais elle a eu un non réactif. On peut avoir aussi la distribution tertiaire. Une travailleuse du sexe au Mali nous rapporte: j'ai aussi un client chez qui je me rends, je lui ai donné 3 kits parce qu'il m'a montré clairement qu'il a une autre partenaire, donc il voulait que celle-là aussi fasse son dépistage avec l'autotest. Donc là, on est une étape de plus dans la distribution. Après, la distribution n'est pas possible avec tous les partenaires, et on a un HSH au Sénégal qui nous raconte: je proposerais bien l'autotest à mon partenaire sexuel parce que c'est quelqu'un avec qui j'entretiens une relation amoureuse. Mais le fait de le proposer à un partenaire occasionnel risquerait de poser problème. Les travailleuses du sexe arrivent à le proposer à des clients réguliers ou à leurs partenaires réguliers. Par contre, sur un client de passage, quand vous avez une passe à 1000 ou 2000 francs et que tout est réglé en 10 minutes, il n'y a pas l'espace pour parler d'autodépistage. La distribution secondaire, c'est aussi quelque chose qui s'apprend et qui augmente avec le temps. Alors, l'indicateur qui vous est présenté là, c'est le nombre moyen de kits remis à chaque contact primaire. Donc, ce n'est pas directement la distribution secondaire, c'est un indicateur indirect, mais on voit qu'il a augmenté. Donc c'est dans les 3 pays, chez les travailleurs du sexe à gauche, chez les HSH au milieu, un peu plus dur chez les usagers de drogue sur la droite. Et je vous invite à aller lire l'article d'Arsène Krakwassi et ses collaborateurs dans Frontiers and Public Health, qui revient en particulier sur l'impact de la Covid, du moins des premiers mois de la Covid, sur cette distribution.
On voit aussi qu'il faut adapter les stratégies sur le terrain et à un moment donné, le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est le modèle théorique d'Atlas. On a vu que parfois, on va atteindre aussi des cibles secondaires en primaire. On a vu des stratégies de distribution avec des ambassadeurs, des kits qui étaient laissés directement à des patrons de bordels ou d'hôtels de passe qui ensuite remettaient aux clients parce que c'est plus simple que de passer par les travailleuses du sexe. On va avoir des clients qui sont vus par des pères éducatrices sur le terrain et qui vont recevoir en direct un autotest. Donc on a ces stratégies et à un moment donné, bah, c'est pas grave que nos contacts secondaires leur soient en primaire. Je veux dire, ce qui compte, c'est que les gens aient accès à un autotest, plus que de respecter stricto sensu la vision ou le cadre théorique qu'on s'était donné au départ. Surtout, on a vu la résilience des acteurs pendant la Covid-19, notamment les premiers mois lorsqu'il y a eu toutes les mesures gouvernementales qui ont été mises en place. Et on a vu les pères éducatrices, les agents de santé être en capacité d'adapter leurs activités en plus petits groupes ou en face à face, à avoir recours à Facebook ou WhatsApp pour arriver à garder le contact avec les populations et maintenir un accès au dépistage pendant cette période-là. Et vous avez tout un document qui a été fait, qui est disponible sur le site d'Atlas, sur ce qui a été mis en place de manière très pratico-pratique pendant cette période-là. Alors, on vous l'a dit, dans Atlas, on n'a pas suivi systématiquement ce que devenait chaque autotest. Parce qu'on est parti du principe que si on demande aux gens un numéro de téléphone pour être sûr qu'ils l'ont bien utilisé, bah, ça les freine à faire un autotest, puis ça va la freiner aussi à le redistribuer. Et donc du coup, ce qui est important, c'est de garder l'esprit de l'autotest. Les gens peuvent choisir quand, où, avec qui, et ils peuvent choisir aussi de ne pas dire leurs résultats à un père éducateur ou un père éducatrice ou un agent de santé. C'est de leur choix. Mais du coup, ça veut dire qu'en termes de recherche, il faut essayer de documenter un peu différemment. Alors, nous avons mis en place une enquête téléphonique anonyme entre mars et juin 2021, où une brochure dédiée était distribuée avec chaque kit dispensé, et on invitait les personnes à appeler un numéro vert anonymement pour participer à une enquête, moyennant une incitation financière de 2000 francs CFA pour les inciter à participer. Les résultats seront présentés plus en détail dans le cas d'un poster d'Arsène Krakwassi qui sera aussi présenté demain à 14 heures. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on a pu enquêter 2615 personnes sur cette période-là. Ça correspond à peu près à 5% des kits distribués. Ce qui est beaucoup. Alors, on se dit c'est pas énorme pour une enquête, mais d'inviter des gens sur une enquête sans autre motivation que ça, c'est une bonne participation. Ce qu'on voit, c'est qu'un tiers des personnes ont dit avoir reçu l'autodépistage par un ami, des partenaires sexuels de la famille, et on voit aussi du coup des cibles secondaires qui l'ont eu en primaire. 41% étaient des primo-testants, donc des gens qui n'avaient jamais fait de test de dépistage au cours de leur vie. Et ce que montre le poster d'Arsène Krakwassi, c'est que ce pourcentage-là, quand on compare à d'autres enquêtes, il est bien supérieur. Donc on arrive à atteindre de nouvelles cibles par l'autodépistage. 50% ne se percevaient pas comme à risque VIH, donc des gens qui en général ne vont pas faire les démarches d'accès au dépistage. Et puis dans les personnes recrutées par le canal Travailleuses du sexe, la moitié étaient des hommes. Alors on ne sait pas si c'est toujours des clients, des partenaires réguliers, mais on peut faire quand même cette hypothèse. Dans le canal HSH, une personne sur 10 était des femmes, et puis 45% n'ont pas dit à l'enquêteur qu'ils avaient des rapports avec des hommes. Alors, soit on a atteint des hommes hétérosexuels, soit il y a eu des mélanges de kits, c'est toujours possible, mais peut-être qu'on atteint aussi des HSH qui n'osent pas dire leur pratique, ceux qui sont toujours les plus difficiles d'accès. Et d'ailleurs, quand on compare l'enquête avec d'autres enquêtes, les gens qu'on atteint sont aussi plus âgés et qui sont celles et ceux qu'on a du mal à joindre dans les programmes communautaires. On a aussi essayé de mesurer l'impact différemment, puisqu'on n'a pas une mesure directe du rendement, qu'on n'a pas une mesure directe des résultats. Donc pour convaincre les bailleurs qu'on peut faire autrement, on a aussi regardé ce qu'on peut faire avec les données programmatiques collectées en routine. C'est le poster d'Alain Timofotso qui est présenté à la Fravi. Donc on a pris, là c'est pour la Côte d'Ivoire, on a pris les données de dispensation Atlas qui sont triangulées avec les données de routine. Et ce qu'on montre en essayant donc du coup de contrebalancer les différents effets, les tendances régionales et les tendances temporelles, c'est de voir l'effet résiduel en fait de l'autodépistage. Pour 1000 autotests distribués, on voit un effet de substitution, c'est-à-dire qu'on va avoir environ moins de 100 tests classiques réalisés. Et c'est probablement parce qu'il y a des gens qui vont préférer faire un autotest oral qu'un test classique sanguin. Mais malgré cela, on a un impact net
positif, c'est-à-dire que même avec la substitution, on aura plus 600 personnes qui auront eu accès à un dépistage, qui n'auraient pas fait de test autrement. Et puis, on voit un impact positif et significatif sur le nombre de nouveaux diagnostics dans les mêmes districts. Et avec un exercice similaire réalisé sur le Sénégal, on arrive même à avoir un impact positif sur les initiations de traitements antirétroviraux. Donc, on peut mesurer des impacts indirectement par des approches un peu plus sur données programmatiques. Alors, bien sûr, on a aussi envie de voir mieux tout ça, donc on peut essayer de modéliser les impacts. C'est ce qu'on fait avec notamment les équipes de Mathieu Mahagirou à McGill et de Marie-Claude Boily à l'Imperial College. Donc, on est sur un modèle épidémiologique qui va modéliser la transmission de groupe à sous-groupe et qui a été vraiment adapté à l'Afrique de l'Ouest. Et c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de travaux de modélisation en Afrique de l'Est et australe. On n'en a pas beaucoup en Afrique de l'Ouest. Ils sont nécessaires pour mieux comprendre nos dynamiques épidémiques. On est sur des résultats préliminaires, mais on a modélisé un passage à l'échelle. Donc l'idée, c'est sur les populations clés, avec cette distribution secondaire, on atteindrait une couverture de 95% des pop clés qui auraient 2 kits par an à partir de 2025, versus pas du tout d'autodépistage. Ce qu'on voit là, les barres, ça représente la durée entre une infection et un diagnostic. Donc en Côte d'Ivoire, chez la HSH, avec l'autodépistage, on réduirait le délai entre une infection et le diagnostic de 5,7 ans à 3,5 ans. L'impact, il est un peu plus élevé dans les 3 pays chez la HSH, mais il est aussi présent chez les travailleuses du sexe. Ce qu'on voit aussi, c'est sur le premier 95. Si je prends par exemple l'exemple de la Côte d'Ivoire, sans l'autodépistage, on atteindrait en 2030 75% DTS vivant avec le VIH qui connaissent leur statut. Sans ADVIH, on atteint 83 avec l'autodépistage. Chez les HSH, on passe de 61 à 92. Et pareil dans les autres pays. L'impact sur la population générale globale, même si on diffuse, se voit assez peu sur le premier 90. Par contre, là où on a un impact important en population générale, c'est que quand les personnes sont dépistées, qu'elles vont initier un traitement, elles ne transmettent plus le virus. Et ce qu'on voit, c'est quand on regarde les infections qui sont évitées du fait de la politique d'autodépistage, la moitié des infections évitées ont lieu en population générale. Donc en fait, et ça je pense que c'est un message qui peut être repris pour le plaidoyer politique, c'est investir sur des activités qui ciblent les populations clés, c'est aussi bénéfique pour la population générale. Et le passage à l'échelle est soutenable. Donc ça, c'est un article qui a été fait par Marc Delbé et ses collègues sur les coûts dans les stratégies avancées. Alors, les coûts de dispensation de l'autodépistage sont un petit peu élevés en phase de démarrage du projet, on démarre progressivement, il y a toute la mise en place du contexte favorable et des éléments de formation, mais avec le passage à l'échelle, il y a des gains potentiels importants. Par exemple, au Mali, le dépistage par kit distribué passe de 16 à 10 $ dans le canal TS et de 28 à 16 $ dans le canal HSH, et il peut y avoir encore des gains de passage à l'échelle. Et donc, c'est une stratégie qu'on peut supporter financièrement sur le long terme. Alors, j'ai beaucoup parlé de la dispensation communautaire dans les stratégies avancées. Dans les structures fixes, on a également eu un certain nombre de travaux, et c'est un petit peu plus compliqué. Et je vous réfère notamment au poster de Sorna Boy, qui est présenté ici à la Favrie, et un article qu'elle a aussi déjà publié en 2021. Lorsqu'on propose l'autodépistage à un patient ou pour ses partenaires dans une structure de santé, c'est accepté, c'est pas problématique. Et c'est pareil avec un dépistage classique. Quand on propose le test, les gens l'acceptent en général. C'est peut-être un peu plus compliqué pour les personnes vivant avec le VIH, quand elles n'ont pas dévoilé leur statut à leur conjoint, d'accepter un autotest pour le conjoint. Et en fait, l'autotest, ça ne règle pas le problème de comment on accompagne les personnes à dévoiler leur statut. Ce qui est plus compliqué, c'est est-ce qu'on va proposer l'autodépistage ou le dépistage en fait dans les structures de santé. Lorsque le dépistage du VIH est routinisé, que c'est clair, c'est toutes les femmes enceintes à leur première visite prénatale, c'est dans des cliniques qui font majoritairement des patients IST, c'est tous les patients. Voilà, ça fonctionne bien. Lorsqu'en fait c'est qu'une petite activité et qu'il faut savoir quels sont les patients à qui on propose le test versus ceux à qui on ne va pas proposer le test, et puis que l'algorithme il n'est pas très clair, et puis qu'il a changé 4 fois depuis 5 ans, et puis qu'on en rajoute un, ça fonctionne pas forcément bien, et la DVIH n'est pas l'outil miracle qui va lever les problèmes organisationnels et structurels du conseil et dépistage à l'initiative des prestataires de santé. Par contre, dans certaines structures, l'arrivée de l'autodépistage
a été l'occasion et une opportunité de repenser le circuit patient, de repenser l'organisation. Donc en fait, ce n'est pas l'ADVH tout seul, mais l'insertion de cette stratégie pour certaines structures a permis de repenser en fait la délégation des tâches, de repenser le parcours patient, de simplifier finalement quand est-ce qu'on propose. Et dans ce cas-là, notamment quand on profite finalement du temps d'attente pour diffuser des vidéos sur le VIH, les IST, l'autodépistage, proposer un autotest, c'est rapide parce que les gens ont déjà compris comment ça marchait. Et on peut vraiment améliorer et fluidifier tout ça. Et un poster présenté à la FRAVI il y a maintenant 2 ans permettait de montrer que c'est coût efficace, ça coûte moins cher en fait de profiter d'une vraie délégation des tâches bien pensée que l'on peut mettre en place avec l'autodépistage. Et donc dans les stratégies fixes en termes de coûts, et sachant qu'il y a un poster présenté aussi à cette AFRAVI, on est entre 4 et 26 $ par kit selon les sites. Les coûts de l'autodépistage en structure fixe sont très dépendants en fait des volumes distribués. Sur les tests rapides conventionnels, on est autour de 7 à 8 $ quand on prend tout en compte. Mais voilà, je renvoie du coup à ce poster AFRAVI 2018. En fait, lorsqu'on fait une sensibilisation collective en salle d'attente, lorsqu'on délègue les tâches et qu'on repense les choses, en fait, le petit coût additionnel qui est léger en fait sur l'achat du kit en lui-même est largement compensé par l'optimisation du temps pour les soignants, pour les agents en délégation de tâches dans les structures. Donc pour conclure, l'autodépistage et la distribution secondaire, c'est faisable, c'est acceptable, c'est adapté et c'est soutenable en Afrique de l'Ouest. Et ça permet vraiment d'améliorer l'accès au dépistage et les impacts sont visibles, même en Afrique de l'Ouest, au niveau populationnel. Je vous remercie.